En ce jeudi 20 mai 2021, la librairie Ombre Blanche recevait Pierre Bergougnoux autour de la publication chez Verdier de son ouvrage Carnet de notes 2016-2020, 5e volume de son journal, lors d'une rencontre animée par Christian Thorel. La librairie accueille également une exposition des sculptures de Pierre Bergougnoux, figures et formes nouvelles des outils et fers de Corrèze, en dialogue avec les photographies de Jean-Loup Trassard depuis le 15 mai. Bonne écoute. Je vous remercie d'être venus si nombreuses et nombreux. Je ne sais pas si c'est majoritairement corrézien ou du centre, peut-être pas. En tout cas, merci d'être présent et présente à ce rendez-vous nouveau rendez-vous avec Pierre Bergougnoux. C'est presque une tradition à la librairie. On aurait aimé que ce soit plus fréquent. Mais enfin bon, la dernière fois, c'était il y a 5 ans. Et d'ailleurs, évidemment, c'est dans le carnet de notes. On en parlera peut-être tout à l'heure. On sera dans le prochain 2021-2026. Colette Olive, édition Verdier, à qui nous devons une bonne part, une partie en tout cas, de la connaissance de Pierre Bergougnoux. Et en tout cas, pour ce qui concerne le carnet de notes, il n'y a guère que dans cette belle maison loin de la Corrèze que Pierre a trouvé refuge pour cet ensemble, 5e carnet de notes qui est sorti le mois passé. Voilà, donc nous sommes en ta compagnie. J'ai reprécisé que tu es là pour le 5e volume du carnet de notes, mais pas seulement, puisque nous avons un accord avec toi, j'ai un accord avec toi, profiter de cette opportunité du 5e volume pour te proposer de montrer des pièces que tu as accepté de montrer. Il y en a 47 exactement, que avec Martine, nous sommes venus chercher la semaine dernière. Ça pèse, hein? La densité du fer, c'est 8. 1 litre de fer pèse 8 kilos. Ça sort des entreprises de récupération de métaux. Voilà. Et l'intérêt de la chose, à mes yeux du moins, tient à ce que dans beaucoup de cas, c'était des pièces de forge. Ça n'était pas des produits de la grande industrie normée, normalisée. Non, c'est des choses qui avaient été fabriquées dans les villages. Et des fois, il faut me croire, j'hésite. Je retiens ma main parce qu'il y a quelque chose de sacrilège à reprendre, modifier, défigurer quelque chose qui gardait l'empreinte d'un artisan. Je te donnerai l'occasion à la fin de cet entretien de reparler un peu de ce fer et de ces objets récupérés que tu transformes, des outils. Alors justement, le terme d'outil m'avait amené il y a quelques mois à imaginer que peut-être on pourrait, et d'ailleurs c'est fait, juxtaposer à cet ensemble d'objets que tu récupères et que tu travailles et que tu assembles, des photographies à la fois d'objets, mais aussi d'une autre terre que la tienne, que celle de la Corrèze, celle de la Mayenne, et tu as accepté, et Jean-Loup Trassard a accepté de figurer auprès de toi et d'exposer ces images. Et quand je suis venu chez toi la semaine dernière, je venais de la Mayenne, où j'ai collecté les photos de Jean-Loup Trassard, qui malheureusement, lui, ne pourra pas se rendre à notre invitation, parce qu'il a un souci de santé assez important, mais nous avons là, non seulement depuis longtemps, les traces de Jean-Loup Trassard dans ce qu'il nous a donné à lire de littérature chez Gallimard et puis autant qu'il fait chez quelques autres éditeurs, et puis de ces photographies qui sont vraiment fort belles et que je vous engage à regarder. Elles seront présentes ainsi que tes sculptures jusqu'au 7, 5, 6 juillet, je ne connais plus la date exacte, voilà, on va dire le premier samedi de juillet. Voilà, nous allons essayer de rentrer dans ce carnet de notes et si tu me le permets, Colette tout à l'heure m'a dit que tu n'aimais pas tout le temps qu'on lise de tes textes. Je te promets d'être court, mais je me suis dit qu'il fallait faire quand même une petite introduction, et je me suis dit que le plus léger serait de lire des extraits de ce carnet de notes écrit un 20 mai. Donc on va commencer par le 20 mai 2016, il y a précisément 5 ans. Levé à 6h30, matin gris, pluvieux et froid. Le temps s'améliorera en cours de journée, mais le fait m'échappe à peu près complètement. C'est qu'il me faut transcrire les pages sur les croquis routiers de Philippe Hélénon, traiter le courrier arrivé en mon absence et, à 11h, réceptionner Sarah, ta petite fille, que ses parents nous amènent à la gare avant de repartir pour Cachan.
À 12h30, j'ai fini de dactylographier. Je me rends chez le docteur qui renouvelle mon traitement, puis m'occupe des 4 exemplaires d'un livre d'auteur qui a pour thème les armes miraculeuses. J'évoque rapidement le bouclier d'Achille, Excalibur, Durandal et autres affûtiaux de la seigneurie foncière avant de passer au T-34 soviétique, né de l'industrie lourde et du socialisme réel. Encore le fer, finalement, un peu. La petite jardine et sème avec Cathy, mais de temps à autre, fait irruption dans le bureau, s'installe d'autorité sur mes genoux. « Il faut ranger ton travail, Pierre », et trace, à l'artiste, des lettres. Le S qu'elle déclarait ne pas savoir faire apparaît sous son crayon. La mine casse régulièrement lorsqu'elle met le point sur les i. Je rassemble encore le nécessaire pour le voyage de demain, à Bruxelles. Et je vais sauter 3 années et vous lire les quelques lignes du 20 mai de l'année passée, 20 mai 2020. Je vous rappelle que l'année dernière, le 20 mai, nous sortions de 2 mois de confinement, à peine, depuis 8 jours. Levé à 5h30 avec le jour, j'appelle Arnaud et il s'agit de choisir le film documentaire que je commenterai au Centre Pompidou le 28 octobre prochain. Je rentrerai à peine de l'Aveyron où nous serons allés parler de la capture avec Geoffroy Lacassagne et Marie-Hélène Lafont, notre petite voisine Arverne. Je lis, commence à traiter un arrivage de livres pauvres, tu nous diras peut-être, à Cachan à 1h. Nous partons en promenade tous les 6, traversons Arcueil, atteignons le boulevard Jourdan, longeons la cité internationale et rentrons par Gentilly. Partout, des constructions modernes, en verre et en métal, le disputent à la vieille banlieue pavillonnaire de briques et de meulières. Des souvenirs se lèvent, au passage, la naissance de Jean, une émission dans je ne sais plus quel pavillon de la cité internationale avec Michel Pidlowski, peu avant son suicide, un entretien dans les locaux d'édition Nathan, près de Charletti. L'ardeur du soleil nous fait chercher l'ombre. La circulation a repris, mais sous restriction, et nous rentrons sans difficulté. Voilà, le ton est donné. Que sera le jeudi 20 mai 2021 dans le nouveau et futur carnet de notes? Et pourquoi, Pierre, carnet de notes est-il au singulier? Sont-ce des traces des jours ou déjà la perspective de leur rassemblement? C'est un seul et même travail que, pour des raisons de commodité, on segmente en tomes successifs. C'est aussi une allusion oblique, on parlait à Mademoiselle Olive, au fait que j'ai exercé pendant 40 années le métier de professeur. On a un carnet dans lequel on consigne les notes de ses petits élèves et qu'ils voient sortir du cartable avec une terreur révérentielle. Je pensais au pluriel, Pierre, parce que ce terme de carnet est parfois employé en littérature ou dans l'édition, enfin plutôt dans l'édition, parce qu'au départ, ça n'est pas conçu pour de la littérature. Et je pensais à quelqu'un qui était un proche de Jean Giono, Lucien Jacques, un du Luberon, et qui, lui, avait publié chez Gallimard, il y a fort longtemps, un carnet de Moleskine au pluriel. Mais lui avait mis le pluriel. Ça faisait littéraire, quoi. Bon, on fait allusion à la matérialité primitive du support, alors que non, j'ai pas trop vu l'utilité d'agrémenter, d'enrichir, de compliquer le tout. Bon, c'est des notes plus ou moins quotidiennes, oui. Alors de ce quotidien, si tu veux bien, on va d'abord aborder le monde des vivants, et en premier lieu, dans ce monde des vivants, celui qui tient le stylo ou qui appuie peut-être sur les touches du clavier, donc on l'appellerait le narrateur. Et le narrateur qui est suffisamment vivant pour savoir qu'il doit pas mal de choses à son corps, et donc rien n'échappe dans ce carnet ou dans cet ensemble de notes de la santé du narrateur. Donc c'est cette préoccupation qui est la tienne et dont tu fais part. C'est-à-dire l'être vivant n'est pas exempt de s'intéresser à son corps. Alors c'est pas moi qui ai commencé, c'est Montaigne, qui souffrait affreusement de ce qu'il appelait la gravelle, la pierre, les calculs rénaux. À l'époque, c'était sans remède. C'est un peu plus tard, je crois, qu'on s'est enhardi à ouvrir le dos des gens et les reins pour en extraire ces calcifications. Et bon, les souffrances étaient très mal supportables. Et Montaigne s'efforçait de décrire très précisément l'intensité qu'elles avaient pu revêtir pour y revenir lorsque, au terme d'une période de rémission assez variable, il serait de nouveau sujet à cette affection.
C'est pas mes reins, mais c'est mon petit cœur qui me fait des misères. Et je me dis que j'ai déjà survécu à un certain nombre d'épisodes particulièrement pénibles, et que si j'en garde une trace, lorsque le prochain viendra toquer à la porte, je pourrais le comparer à ses prédécesseurs et, par exemple, tirer quelques réconforts que j'ai survécu à quelque chose assez rigoureusement similaire et qui m'avait amené à envisager une fin toute prochaine. Bon, c'est quelque chose d'un peu thérapeutique, une médication à usage personnel qui se surajoute à celle que, par bonheur, me prodigue la faculté. Le cœur. Le cœur est souvent présent dans ces textes. Oui, c'est par là que nous sommes au monde. Ce sont ces battements, ces palpitations qui nous renseignent sur l'importance qui s'attache à tel instant, telle rencontre. Avec ça aussi, c'est tout neuf. Nous sommes les contemporains de ce qu'un professeur de médecine annonçait à ses étudiants, parmi lesquels il y a mon fils aîné. Donc c'est un gamin de 20 ans qui est confronté à un vieux praticien de 70 ans, lequel leur dit en substance ceci: j'aimerais être à votre place. Non pas tant pour boire à la source de la jouvence éternelle, mais parce que de mon temps, on soignait et parfois, on guérissait. Vous êtes, vous, les contemporains de deux révolutions. La première, diagnostic. La deuxième, thérapeutique. Diagnostic, c'est l'IRM, le scanner, enfin tout ce qui permet littéralement d'investir un corps humain jusque dans ses plus infimes fibres sans attenter à ses successives enveloppes et à sa vivante matière. Thérapeutique, c'est la thérapie génique qui avance à grands pas. Donc j'ai été, comme pas mal de gens, le témoin de fins qui étaient inconcevables, inimaginable pour nos prédécesseurs immédiats. J'ai vu battre, palpiter mes artères coronaires. Bon, c'est une expérience qu'on fait tous. On se retrouve avec un système de caméras miniaturisées en travers du corps. Les chirurgiens ne sont pas toujours dépourvus d'humour. Donc le gars qui s'est occupé de moi, et d'autant plus qu'il avait constaté en ouvrant mon dossier qu'on avait exactement le même âge à quelques jours près. Donc ça crée une espèce d'obscure fraternité. Alors, sur le ton de la blague, vous avez le cœur bien accroché, me fait-il. Je dis, j'espère, je voudrais bien, oui. Levez les yeux. Je lève les yeux, j'avais un écran de télévision qui me surplombait et je voyais la pulsation de mes artères coronaires. Et je me dis, voilà, j'ai le privilège d'être le contemporain d'un âge où, d'une part, la peur, la souffrance, la terreur, la faim, la dictature nous sont épargnés, mais où, de surcroît, il nous est permis d'explorer en quelque sorte notre propre cœur, notre propre corps, d'entrer dans notre cœur. Et c'est un des traits distinctifs de cette heure qui aurait été la nôtre, de ce moment de l'histoire que nous aurons occupé. Alors ce cœur, il bat en chacun de nous, vivant. Donc ce narrateur qui est toi, cet écrivain qui est toi, est d'une certaine façon, dans ce carnet, au centre d'un monde d'être vivant, comme dirait peut-être Jean-Claude Miller, d'être parlant aussi. Le quotidien de ce narrateur, enfin ton quotidien, à lire ce 5e volume, déjà on le sait depuis le tout premier, il est celui d'un perpétuel dialogue, d'une perpétuelle confrontation avec ces autres de la même espèce. C'est-à-dire il ne se passe pas un jour, mais ça nous y viendrons après, peut-être il y en a eu quelques-uns. Il ne se passe pas un jour sans que tu aies à te confronter avec ce désir d'aller vers les autres, de te mesurer aux autres, de parler avec eux. Vous êtes prêts? Je vais citer un psychiatre, un psychanalyste parisien qui s'appelait Jacques Lacan, qui se donnait lui-même pour le Gongora de la psychanalyse. Alors, on va faire un petit saut en arrière, parce que c'est là que s'est produite la révélation, la découverte. On est en octobre 66. Il y en a pas mal qui ne sont pas là encore. Mais moi, j'y suis. Je suis en classe préparatoire à Limoges. C'est en Haute-Vienne, ça existe. Je sors donc, je l'ai dit, en arrivant de la Basse-Corrèze, et je fréquente les Limougeaux qui, appartiennent à une agglomération importante. Il y a des seuils démographiques. En deçà d'une certaine quantité de population, quantité de travaux, de tâches ne pourront pas être accomplies. Il faut, je dirais, 100 000, 150 000 habitants avant que la différenciation de la vie sociale ne permette de s'occuper de choses qui, sans cela, resteront lettres mortes aux yeux ou aux oreilles des autres habitants. Donc derrière moi, il y a le fils d'un notaire de Limoges qui dispose de certaines facilités
et qui viennent de se procurer un livre intitulé « Écrit ». Alors c'est à la Tricatholique Maison du Seuil, c'est un pavé de 800 pages, et le titre ne préjuge rien de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, puisque par définition un livre est écrit, ou alors il n'y a pas de livre. Et le garçon sort à la récréation, nous avons un quart d'heure pour fumer, et ce titre m'intrigue, je tire à moi, et puis je commence à le lire en me disant « mais c'est du lard ou du cochon ?» Alors, je vous cite de mémoire, hein, Lacan reprend la célèbre formule du grand naturaliste Buffon. Le style, c'est l'homme. Bon, d'accord, je me dis normal, ouais, c'est ça. Lacan poursuit. En rallierons-nous la formule à la rallonger l'homme à qui l'on s'adresse? Le style, c'est pas l'homme, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. En d'autres termes, il reprend la chose un peu plus loin, différemment. Je reçois de l'autre mon message sous sa forme inversée. J'étais un morveux de 17 ans. J'arrivais éberlué de l'arrière-pays aquitain, des confins du bassin aquitain de la montagne limousine. Je n'avais rien vu, rien entendu. Jamais aucun de mes petits compatriotes n'avait eu la possibilité, n'avait été en mesure de me prodiguer quelques explications auxquelles confusément j'aspirais. J'ai eu le sentiment que ce psychanalyste parisien pointait un fait que j'avais obscurément perçu sans être naturellement en mesure de me le formuler à moi-même en termes clairs et distincts. Oui, bon, l'homme est un animal politique, je suis homme, je passe ma vie plus ou moins en présence de mes semblables, à quoi il faut ajouter cette déformation professionnelle que je tire de ce que 40 années j'ai enseigné. Donc quand je vois des gens un peu plus jeunes que moi, c'est des élèves potentiels, je retombe sur le poil. Par exemple, je suis frappé de ce que beaucoup de gens s'accommodent de parler en 10 mots. En fait, du coup, très clairement, nous sommes sereins. Bon, je ne vais pas vous embêter plus. Voilà. Alors, je serais tenté de les reprendre, mais arrêtez de dire du coup. Mais ne dites pas en fait tous les 4 mots. Tout le monde est serein, sauf moi. Bon, je prends assez régulièrement le RER B. Il y a continuellement des pannes dessus et diverses lignes de métro parisien. Donc le silence qui était la règle dans l'espace public quand j'étais jeune. Et désormais enfreint par des gens qui parlent à haute et intelligible voix dans leur portable. Et alors quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je croyais que tous mes semblables étaient dépositaires d'un très grave secret. Moi qui n'ai pas de secret. Et ça m'a accompagné longtemps. On tarde à se défaire des candeurs enfantines. Et puis les gens, dans les années 2007-2008, se sont mis à parler dans des smartphones. Et là, je me suis dit, mais il aurait mieux valu que le silence demeure la règle, parce que je viens d'être profondément désillusionné. Beaucoup de mes semblables, que je créditais de la possession d'un secret très rare, à la vérité, en sont dépourvus. Et les réflexions qu'ils me livrent, loin de m'enrichir, de m'éclairer, de m'exalter, auraient plutôt tendance à m'accabler. Voilà. J'ai fini, Christian. Enfin, tout de même, ceux qui lisent depuis Colette, c'était en quelle année le premier carnet, le premier 2006. Voilà. Donc depuis 2006, ceux qui lisent tes carnets de notes savent à quel point tu voues ta vie à la recherche, à la connaissance, à l'approche. À la connaissance, je ne sais pas. En tout cas, à la recherche, à l'approche des autres. Alors, d'une certaine façon, je peux en prendre pour témoignage. Cette année, justement, 2020, on ne va pas faire un journal du confinement, rassurez-vous, parce qu'on en a tous les matins à la radio. Donc, je vais t'épargner le journal du confinement. Mais comme toi, tu ne nous l'épargnes pas, puisque ça fait longtemps que tu nous donnes ton carnet de notes à lire, quotidien, on voit, il y a quand même, en 2020, une espèce de trou, puisqu'il n'y a plus de nom. Il n'y a plus de nom, plus de prénom, ou quasiment plus. Ça a dû te manquer intensément, ce don et cette réception, parce que tu donnes et tu reçois. Et on voit d'ailleurs, les notes quotidiennes sont beaucoup plus courtes. On a un proverbe qui est « Quand la nuit tombe, beaucoup de bêtes sont à l'ombre ». Il paraît qu'il existe une version maritime. Si la mer bouillait, beaucoup de poissons seraient cuits. J'ai pâti, comme chacun d'entre vous, de ce que toutes sortes de relations, dont certaines très invétérées, avec des gens pour qui j'ai de la sympathie, de l'amitié, de
de l'affection était rompu, interrompu, parce que il y avait un péril de mort à approcher de quelqu'un, soit qu'on la lui donne, soit qu'il... Par exemple, j'ai noté que je n'étais plus qu'à 920 pages. Je me suis dit, ça va plus. Le précédent cahier dépassait, je crois, 1100. Donc c'est l'absence des autres qui est cause de ce que le carnet s'est réduit comme une peau de chagrin, oui. Ce qui est terrible, c'est que c'est la première fois que pareille chose arrive dans l'expérience collective. Il peut arriver que pour une raison quelconque, la maladie ou autre chose, nous soyons empêchés de garder le contact avec nos semblables. Là, c'est un phénomène sans exemple ni précédent. Et il n'est personne, je suppose, qui, s'il fait retour sur lui-même et sa propre expérience de l'année écoulée, ne constate cet appauvrissement, ce tarissement de la vie sociale, affective, relationnelle que nous avons accoutumé d'avoir. Oui. C'est unique. On est vivant avec ça. Mais justement, il me semble que ces carnets, quand on les lit progressivement, ou si tout d'un coup on se met même à essayer de jeter comme ça sur l'ensemble un œil général, si on les regarde, ils témoignent tous de communautés agrégées, aussi bien de cela que, presque j'allais dire aussi, des inquiétudes et de ta solitude. Mais ils témoignent de ces communautés, avant tout peut-être. Oui, certainement. Et là, il y a un trou. Oui, le vieux mot du vieil Aristote, l'homme est un animal politique, ou encore je suis fait de tous les autres. Le père Montaigne, je porte en moi la forme entière de l'humaine condition, oui. Je n'avance rien que chacun ne sache d'expérience. Alors, cet écrivain qui est toi, ce narrateur, alors si je paraphrasais Milner, je dirais l'être écrivant, alors, une lettre parlant et l'être écrivant, livre sa vie en détail, dans ses notes quotidiennes, enfin en détail. À un moment donné, ça s'arrête. Est-ce que ça pourrait aller plus loin? Et un jour, tu l'écris au détour d'une de ces notes quotidiennes, tu réponds à une question, je crois que je me demande si c'est pas au point, à Ono Dibio, sur l'utilité de garder trace, tu écris comme ça, sur l'utilité de garder trace au jour le jour du temps qui passe. Tu te poserais encore cette question ou... La réponse était donnée avant que la question ne se pose. On n'invente pas grand-chose. Je dispose du journal de ma vie depuis l'instant très précis où, à 72 années de distance, j'ai été appelé à l'existence. Mes parents ont tenu registre de tous les forfaits, crimes que j'ai pu perpétrer du 25 mai 49 à ce moment où j'ai pris mon essor et les ai quittés pour la grande ville. Depuis à peu près 6000 ans, nous sommes tous pourvus de la seule arme dont nous disposions face aux monstres griffus et dentus qui nous talonnent et qui est l'oubli. Mieux, l'écrit permet, semble-t-il, seul de clarifier les deux énigmes auxquelles tous nous sommes confrontés, le monde et nous-mêmes. Un anthropologue anglais qui habitait le Quercy, dont il appréciait le climat et le vin, les deux, et qui s'appelait Jack Godey, avance froidement: l'événement le plus important de l'aventure humaine, c'est l'invention de l'écriture. Alors, son livre paru en 1978 et s'intitule « The Domestication of Savage Mind », la domestication de la pensée sauvage. Le bouquin passe entre les mains d'un Béarnais qui s'appelait Pierre Bourdieu, lequel Béarnais estime que cet ouvrage est d'une importance extrême et demande à être traduit et imprimé en français dans la collection Le Sens commun qu'il dirigeait aux éditions de Minuit. Mais Bourdieu ajoute un sous-titre au titre de Godey, la raison graphique. Ce que nous appelons la raison n'est pas cette faculté abstraite, mal définie, à laquelle renvoie la philosophie. Non. C'est une capacité historiquement constituée par la vertu de l'outillage technologique que constitue l'écrit. Ça n'est que l'écrit qui permet de repérer, par une sorte de contre-coup, les mécanismes cachés de la pensée. La pensée procède logiquement. Mais cela lui échappe, par exemple, dans les mythes des sociétés primitives étudiés par Lévi-Strauss, c'est la main de l'analyste, de l'ethnologue, du savant, qui porte au jour ces connexions qui sont effectivement à l'œuvre dans ces récits fabuleux, mais qui échappent à la conscience, à la connaissance réfléchie des usagers. Eh bien, l'écriture a bouleversé littéralement le cours de nos vies parce que
D'une part, nous pouvons tenir registre. La première utilité de l'écriture était la comptabilité des produits du travail forcé lorsqu'ils entraient dans les magasins du temple ou du palais. On dispose par exemple de listes de dieux qu'avaient établis les Mésopotamiens. Listes qui font apparaître très nettement la confusion de deux figures. C'est une seule et même figure qui se promenait sous deux noms, ce qui avait échappé à l'attention de ceux qui se bornaient à parler, mais qui visiblement saute aux yeux de celui qui tient le calame et applique des caractères en forme de clous ou de coins dans des tablettes d'argile. Donc nous avons d'innombrables ennemis, l'oubli bien sûr, mais la confusion aussi. L'écriture permet à la fois d'empêcher qu'une chose à laquelle nous attachons une certaine importance, un certain prix, ne soit anéanti par simplement l'effet du temps qui passe. Et si d'aventure on est curieux de savoir exactement ce qui s'est passé en telle circonstance bien particulière. Le fait de l'écrire, comme on rédige une composition française au CM1 ou au CM2, le fait de l'écrire permet de porter la chose à un degré de rigueur, de clarté, à quoi la parole, parce qu'elle est labile, évanescente, approximative, la parole ne saurait atteindre. Nous sommes à la fois des sujets d'État, c'est une première dimension, nous sommes des agents rationnels, puisque la culture que nous avons assimilée dès nos éveils est marquée au coin de la rationalité. Enfin, nous sommes des gens lettrés. Nous avons un commerce continuel avec cette version seconde de la parole qu'est l'écriture et qui change la vie et des agents qui en ont l'usage et des sociétés que constituent ces agents. Je me répands trop largement, mais c'est que nous touchions un sujet d'une gravité si grande que je n'ai pas pu m'empêcher, Christian, de déborder. Et pour poursuivre, est-ce que selon toi, il y a une certaine objectivité quotidiennement à la relation que tu fais du jour que tu viens de passer? Parce que de toute façon, j'imagine qu'il faut soit tu écris au fur et à mesure de la journée, soit tu le consignes à la fin de la journée. À l'aube. À l'aube du lendemain. Oui. Voilà. Et est-ce que justement le fait peut-être de le consigner à l'aube te permet une objectivité sur la veille et de ne pas être trop influencé par un événement récent, une émotion, voire un problème de santé, un pincement au cœur? T'as tout dit, Christian. Mais tu peux le certifier. Nul n'est mieux à même de dire ce qui vient de se passer que celui qui s'y est trouvé impliqué corps et âme. C'est celui que j'étais il y a, mettons, 50 ans, qui aurait pu, il ne l'a pas fait, témoigner le mieux possible, le mieux du monde, de ce qui s'est passé dans les années 70. Ensuite, soit on oublie, soit la mémoire, par de très subtiles opérations, manipulations, malversations, va modifier le fait, quel qu'il fût, pour l'accommoder à certaines sauces qui nous seraient propres et qui devraient en quelque sorte recouvrir tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui peut se produire, au mépris de l'effectivité de la réalité, pour jouer un peu sur les mots, de l'altérité de l'événement. Donc, non pas, comme Christian l'a très bien senti, le soir même, parce qu'on est encore tout vibrant des affects, des émotions, de la fatigue aussi, qui obscurcit notre entendement, notre capacité de trouver le mot approprié. Attendre que la nuit est passée, nous est lavé d'abord la fatigue, ensuite, éventuellement, cette espèce de vibration électrique, de ces petites commotions que les rencontres, les incidents, les accidents de la journée ne peuvent pas ne pas produire en nous. J'ajoute, il arrive parfois que le rêve, pour peu qu'on fasse l'effort de se le rappeler, vienne apporter sa touche à ce qu'aurait été, à ce qu'ont été les 24 heures de notre vie. Comme tous les gens de notre temps, j'ai lu Freud, puisque ses œuvres étaient disponibles en langue française. Lorsqu'on m'a charitablement prévenu qu'il y avait un type d'origine autrichienne et juive qui avait révolutionné notre conception de la pensée, de la conscience. C'est tout cela qu'on engage dans l'effort pour, d'une part, restituer une certaine vérité des faits auxquels on s'est trouvé mêlé, et d'autre part, empêcher, comme ce serait le cas si on est confié à l'air oublieux, empêcher qu'il ne se dissipe. Ça n'est pas souvent que cela arrive, mais parfois, Christian vient de le faire avec la date du 20 mai, je suis pris d'un doute sur ce qui a pu arriver à tel ou tel moment de ma vie, à 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Et c'est un puissant recours que celui qu'on peut tirer de ces notes qu'on a jetées rapidement sur le papier à 5h30 ou à 6h du matin, avant d'endosser la défroque professorale, d'employer son cartable et de se trouver, comme on dit, en présence d'élèves. Et là, il ne vaut mieux pas penser à autre chose, parce que sinon, tout est perdu. Vous écoutez Pierre Bergougnoux à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 20 mai 2021, en dialogue avec Christian Thorel, à l'occasion de la parution de Carnet de notes 2016-2020 chez Verdier et de son exposition de sculpture à la librairie. Bon, je vais me permettre de te faire retrouver la mémoire, celle des lieux, et puis je vais lire très court extrait pour continuer avec une autre question, un autre univers de vivant. Je descends place Thiers, 2 lettres de Tassigny maintenant. Comment ne pas repasser par la rue Gambetta ? C'est là que tout a commencé, que palpite l'indicible émoi de l'enfance, les peines fondatrices, les mystères, les grandes espérances. La preuve, je n'ai pas fait 10 pas qu'on m'appelle par mon nom. C'est Jeannette B. Notre dernière rencontre remonte à la Noël 2002, gare d'Austerlitz, où j'avais raccompagné Mam à la fin des vacances. Elles avaient voyagé ensemble jusqu'à Brive. Je lui apprends la disparition de Mam et poursuis mon mystique chemin. Je note les permanences, les 2 cafés de la Poste et Gambetta, la pharmacie, la boucherie, face à la maison natale, et les changements, tout le reste. Comme chaque fois, les vivants me font l'effet de figurants, d'ombres qui passent, les morts, seuls réels, vivants, éternels. L'ambivalence persiste. Je donnerai tout pour retrouver ce temps et, pour rien au monde, ne voudrais recommencer. Alors, il y a le matin des origines, si j'ose dire, et le vivant qui retourne son regard sur les disparus, la mélancolie qui le prend, ou finalement, lui, il sait prendre sa propre mélancolie. Alors, il y a une place pour les morts dans ses carnets, mais on sent que cette place est pesée, mesurée. Est-ce qu'elle pourrait s'avérer débordante ? Est-ce que le matin est mieux pour limiter, si j'ose dire, cet espace de vivant ? Oui, débordante, oui. Je pense à ce mot d'un écrivain voyageur anglais qui s'appelle Colin Sabron. J'ai trop de morts. Que d'ombres nous accompagnent sur le chemin. Et quand il s'agit de ceux que nous avons connus enfants, quoi que nous sachions qu'ils ne sont plus, il me semble en particulier, lorsque je retrouve ma sous-préfecture natale, qu'ils sont les seuls réels, pour une raison toute simple. Je vais me cacher derrière Marcel Proust, parce que je les ai connus à cet âge où l'on croyait aux êtres et aux choses. C'est une expérience anthropologique, tous autant que nous sommes escortés par les absents, les morts. Et il est des lieux qui sont véritablement des sanctuaires. Je ne peux plus reprendre les rues du quartier natal sans qu'il me semble que partout, à chaque pas, je vais rencontrer, voir, heurter quelqu'un que j'aimais bien ou que je n'aimais pas du tout, mais qui est le seul habilité à occuper cet endroit, quelle que soit l'heure, alors qu'inversement, ceux qui les ont remplacés font à mes yeux figure d'ectoplasme, d'apparitions éphémères, en quoi je ne crois pas. Une pédanterie, mais qui m'a beaucoup aidé. Elle vient de celui qu'on regarde comme le fondateur de cette philosophie qu'on a qualifiée de phénoménologie. Il s'appelle Edmund Husserl. Et il pointe avec beaucoup d'insistance ce qu'il appelle l'Urglaube, la croyance primitive. C'est parce que nous croyons au monde que le monde est. Husserl, qui ne recule devant rien, qui n'est pas froid aux yeux, déclare quelque part le monde, c'est une prestation